Loïc Rejoin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce bel endroit qu'est le Théâtre des Beaux-Arts, dont vous êtes le directeur. C'est ça, oui. Alors pour vous présenter, vous êtes directeur du théâtre, mais vous êtes également comédien depuis 30 ans et vous avez été longtemps un homme de radio. Exactement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre enfance? Vous étiez quel genre d'enfant? Déjà, j'étais un petit dernier, et vraiment un petit dernier, puisque j'ai 4 frères et sœurs qui ont été conçus en 6 ans, et moi je suis arrivé 8 ans après l'avant-dernier, voilà, mon frère est né. Et de ce fait-là, ça m'a conféré un statut un peu spécial, un peu d'observateur, parce qu'il s'est passé, comme dans beaucoup de familles, beaucoup de choses que j'ai observées avec le recul de l'âge. Et voilà, donc j'étais très observateur. Et ça, c'est quelque chose qui me sert encore dans mon métier aujourd'hui. C'est-à-dire j'adore observer les gens, j'adore observer les situations. Je suis très curieux de plein de choses. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis surtout, très très tôt, je me suis mis à faire rire les gens. Je crois que c'est un peu ce qui m'a sauvé de quelques drames familiaux. C'est cette politesse du désespoir, comme on appelle ça. C'est-à-dire que très vite, j'ai fait rire les gens. J'adorais monter sur une table et faire l'imbécile, dès la maternelle même. Je me suis fait plusieurs fois reprendre pour ça. Et puis après, la deuxième scène, c'était le cercle familial, on va dire, les réunions familiales, où là aussi on me demandait d'aller devant les gens, d'imiter les tonton machin, tonton truc, et quelques hommes politiques au passage de l'époque. Et puis, petite anecdote, il y a même des professeurs au collège qui m'organisaient en douce, sans que leurs collègues le sachent, des spectacles au sous-sol du collège pour que je les fasse marrer à imiter leurs propres collègues. Voilà, donc ça s'est fait vite comme ça. Voilà. Donc d'un tempérament plutôt jovial. Oui, et très, très optimiste. Voilà. Malgré les accidents de la vie qui arrivent dans les familles, malheureusement. La télé est souvent décriée, mais il se trouve que vous, ça a été une ouverture sur le monde, et sur le monde du spectacle plus particulièrement. Absolument, parce que mes parents n'allaient pas beaucoup au spectacle. Même, je n'ai même pas souvenir d'y être allé avec eux. Mais à l'époque, dans les années 70, 80, il y avait énormément de films à la télé, il y en avait tous les soirs. Et notamment du cinéma français de très grande qualité, Verneuil, Chabrol, Claude Sautet, Lelouch, etc. Tout ça, ça passait à la télé tous les soirs. Et j'ai beaucoup regardé tous ces films-là, oui. Et puis, il y avait un rendez-vous particulier qui était le vendredi soir, qui s'appelait Au théâtre ce soir. Alors là, que ma maman ne ratait jamais, comme j'ai quand même grandi beaucoup avec elle, c'est ce qui m'a fait découvrir, alors là, des acteurs somptueux aussi, comme Jean Piat, Jean Le Poulain, et puis des vraies bêtes de théâtre de boulevard, Daniel Secaldi, Maria Pacôme, voilà, etc. Donc des géants que j'admirais et dont j'admirais le sens du rythme, de la propos, même si c'était dans un genre théâtral très précis, le boulevard, mais c'était des grands professionnels. Et donc tous ces comédiens que j'ai découverts soit à la télé dans les films, soit au théâtre m'ont vraiment inspiré. Voilà. Est-ce que déjà à l'époque vous vous projetiez dans un métier de démonstration face aux gens? Oui, très très vite. À 12 ans précisément, je me suis dit que je voulais être comédien, vraiment, résolument comédien. Et c'est un film précis de Claude Lelouch qui était Les uns et les autres, immense chef-d'œuvre de Lelouch, par sa brochette d'acteurs. Je pourrais même pas tous les citer, mais je crois qu'il y avait Piccoli, Dussolier, etc., j'en passe, des dizaines. Et là, je me suis dit, oui, c'est vraiment le métier que je veux faire, parce qu'il y avait de tels talents. Alors, je ne pensais bien sûr pas que je pourrais atteindre ce talent-là, mais de voir cette histoire. Je suis un amoureux des histoires, des récits, vraiment. Et là, on a une saga qui est absolument incroyable, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années. Et ça aussi, ça m'a embarqué. J'adore raconter des histoires, mais pas au sens péjoratif du terme, pas raconter des mensonges, parce que le théâtre n'est pas un mensonge, puisque tout le monde sait que c'est faux en venant là. Donc pour moi, ça n'est pas un mensonge, mais j'adore embarquer les gens dans une histoire. Ouais. Alors, vous êtes né dans le Morbihan, vous êtes breton donc? Oui, avec un prénom comme ça, et même un nom comme ça. Oui, et vous êtes arrivé sur Bordeaux, vous étiez quand même assez jeune? Oui, 12 ans, 13 ans. Là aussi, suite à des péripéties familiales, on va dire. Ma mère est venue habiter ici parce qu'elle était bordelaise, elle, de naissance. Et donc nous sommes arrivés à Bordeaux, en 82, donc j'avais 13 ans. Voilà, avec une enfance un peu chaotique, avec beaucoup de déménagements, mais essentiellement dans le Morbihan, à Vannes. Ouais. Donc une fois sur Bordeaux, à l'adolescence, en gros, il y a des cours Florent qui s'ouvrent sur Bordeaux. Exactement.
Et ça vous intéresse forcément et vous essayez de vous inscrivez. Oui, je demande à ma maman si je peux y aller, parce qu'à cette époque ça se faisait encore, je ne sais pas si ça se fait encore, mais tout petit retour en arrière, en fait cette adolescence, là aussi, elle a été facilitée par le rire, c'est-à-dire que moi j'arrivais de ma Bretagne natale, ma maman pour prendre soin de moi, m'avait mis dans un des collèges UP de la ville, alors qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais elle s'était dit au moins ça assurera son éducation. Et je suis arrivé dans les grands collèges bordelais, donc vous voyez ce dont il s'agit, hein, beaucoup de bourgeoisie, etc. Et pour me faire accepter, là aussi c'est passé par le rire, évidemment, que ce soit par les filles tout simplement, ou parce que j'avais pas forcément les vêtements qu'il fallait à l'époque, etc. Pour se créer des amis aussi. Et se créer tout simplement des amis, ça a été par le rire que c'est passé. Et en effet, 85, donc 3 ans après, il y a eu l'ouverture du cours Florent dans 2 villes de France de mémoire, Nice et Bordeaux. Et là, ça s'ouvrait à moi. Donc à l'époque, on parlait beaucoup de Francis Huster à l'époque, là aussi dans les uns et les autres. Et Francis Huster était intervenant à Paris, lui. Et donc moi, ça me faisait absolument rêver. J'ai demandé à ma mère si je pouvais m'y inscrire. Là, c'était le mercredi, hein, c'était simplement comme ça. En plus de l'école. Voilà, en plus de l'école. Et en plus, j'ai découvert un monsieur formidable qui m'a communiqué en plus sa passion, qui s'appelle toujours François-Xavier Hoffmann, qui était donc professeur et qui est devenu ensuite directeur des études de Florent plusieurs années plus tard. Je l'ai eu au téléphone il y a peu de temps, et il y avait plusieurs intervenants dans ce cours. Pas mal de comédiens bordelais de mon âge d'ailleurs y sont passés. Le problème, c'est qu'il y a eu un petit incident, c'est que le directeur local a piqué dans la caisse et s'est barré avec, hein, comme ça existe, et donc ça a été fermé assez vite. Mais ça suffit, alors non seulement à me convaincre de faire ce métier, mais aussi à rencontrer la chance, puisque très peu de temps après, on me disait « Tiens, tu as une voix, je pense qu'il faudrait que tu fasses quelque chose avec ». Et au cours Florent, il y avait une annonce qui demandait des voix publicitaires, voilà, de passer un casting pour les voix publicitaires. Et donc c'était la 2e année, donc j'avais 17 ans. J'y suis allé, c'était dans les locaux de la radio toute fraîche et toute nouvelle Énergie à l'époque, qui était au 1 cours de l'intendance. Donc le cours était au 14, je crois, ou pas très très loin. Au-dessus du cinéma Le Club, ça rappellera des choses aux anciens. Et j'y suis allé, j'ai enregistré ma première pub radio. Et j'ai rencontré, qui est-ce qui m'a fait passer cette pub? C'est Frédéric Boucher, qui est maintenant le directeur du théâtre des Salinières à Bordeaux. Et puis, j'y suis retourné plusieurs fois, et puis je faisais l'andouille à chaque fois, parce que j'aimais bien faire rire les gens, encore une fois. Et puis, Frédéric Boucher m'a repéré, et il m'a proposé, je l'ai recroisé au festival de Sarlat, l'été d'après, et il y avait un rôle à prendre dans une production qu'il portait à l'époque, qui s'appelait Du cerfeuil dans les oreilles, qui était un monument du théâtre burlesque de l'époque, dans lequel jouait Nicolas Briançon, qui était parti à Paris, qui est devenu depuis metteur en scène et directeur de théâtre lui aussi. Et puis j'ai pris sa place dans cette comédie complètement folle. Je jouais une femme quand même, j'ai commencé en jouant une femme. Mais à 17 ans, c'est ça qui était extraordinaire, c'est que je me suis retrouvé à jouer sur scène, professionnellement, payé tous les soirs devant du monde. Je me suis dit, c'est incroyable ce métier, c'est si facile que ça. Et non, bien sûr, après j'ai vu que c'était pas, évidemment que tout ça s'est calmé, mais c'était une opportunité formidable. Donc il y a plusieurs choses qui se décident en même temps, finalement, oui. La voix, le casting, oui. La voix. Vous saviez que vous aviez une voix particulière ? Non, on me le disait, je ne m'en rendais pas compte. Oui, c'est honnêtement ce qui a assuré ma pitance pendant 30 ans, et j'aime beaucoup ça, j'adore travailler la voix, qu'il s'agisse de publicité, d'audio guide, maintenant on appelle ça des data motion, etc., qu'il s'agisse de films d'entreprise, etc., etc. J'adore ça, j'adore travailler avec la voix, et je le fais encore donc quotidiennement depuis 33 ans. Et vous avez travaillé donc sur une radio? Oui, beaucoup, même sur plusieurs radios. Plusieurs radios? Oui, à force d'aller dans ce fameux groupe Énergie, entre-temps, le groupe Énergie avait créé Chérie FM, Rire et Chanson, Nostalgie plus tard, Récupérer Nostalgie, et un jour, on me voit passer dans les couloirs et on me dit « Tiens Loïc, qu'est-ce que tu fais demain soir ?» Je dis « Je ne sais pas ce que je fais. » Et on m'a dit « Tu vas faire une émission de radio. Tu ne le sais pas encore, mais tu vas faire une émission de radio. » Là aussi, il y avait un poste vacant. J'ai remplacé quelqu'un au pied levé. Et alors ça a déterminé ensuite 16 années de ma vie. Parce que j'ai travaillé dans le monde de la radio et en grande partie dans le groupe Énergie pendant 16 ans. À des postes très différents, animateur de radio, producteur publicitaire, directeur d'antenne régionale, etc. etc. Voilà. D'ailleurs, dans un de vos derniers spectacles, on y parle radio aussi. Oui, tout à fait, dans Bonsoir Charlie, qui est un
un portrait d'homme de radio des années 30, d'animateur de radio des années 30, avec son côté antenne et off, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. J'ai un immense plaisir à refaire de la radio, mais sur scène, voilà, accompagné par 3 musiciens de jazz formidables. Un beau spectacle. Oui, un beau spectacle dont on essaye en ce moment de le faire tourner au maximum un peu partout en France et ailleurs. Et oui, c'est marrant parce que les gens disent de ce spectacle qu'il est très agréable de voir de la radio en direct, alors que bien sûr tout ça ne passe pas à la radio, mais c'est vrai que j'y mets toute ma passion d'homme de radio d'il y a quelques années dedans. Oui. Donc c'était une création ? Oui, tout à fait. Et c'est une création assez étonnante parce que j'intervenais avec un tout autre spectacle dans un événement. Et j'ai repéré un trompettiste à l'époque qui était là, et on a tout de suite lié amitié. Et il me dit, c'est marrant, j'ai toujours eu envie de travailler avec un comédien. Et je lui dis, c'est marrant, moi en tant que comédien, j'ai toujours eu envie de travailler avec un musicien. Et très vite, on a eu et il me dit, mais qui es-tu, qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis, ben voilà, j'ai fait beaucoup de radio. Et il me dit, écoute, parce que c'est donc Fred Dupin, qui est un musicien formidable, et qui me dit, et qui est très documenté, surtout sur la période des années 30. Et il me dit, tu sais qu'à l'époque, les émissions de radio se faisaient beaucoup en direct sur scène avec des musiciens, dans les Radio City Hall, comme on appelait ça aux États-Unis. Et je lui dis, mais on tient un truc formidable, parce que moi, avec toutes les anecdotes que j'avais de mon passé radio, et les siennes concernant la musique, etc., on a créé ce spectacle en 2012, d'abord, donc entre cette mécanique entre les musiciens qui jouent une douzaine de morceaux en live sur scène, et cet homme qui a ses côtés sombres et ses bons côtés aussi. Et c'est un vrai voyage à la fois dans le temps, dans les années 30, et puis à la fois dans cette Amérique un peu désuète. Et voilà, c'est un très beau spectacle dont on est très fiers. Donc finalement, on arrive là au rôle de metteur en scène. Oui, tout à fait. Auteur d'ailleurs, parce que j'ai écrit cette histoire, qui après a été réécrite par Vincent Toujas, co-auteur depuis quelque temps, et mise en scène par Lara Mendy. Donc oui, parce que j'ai commencé à écrire des spectacles à partir de 1993. J'en ai écrit une douzaine au total, qui n'ont pas tous été montés. J'en ai monté et créé une dizaine, voilà. En partie ici, avant que j'en devienne le directeur, grâce à Xavier Vitton, qui m'avait permis de créer 3 ou 4 spectacles ici. J'aime beaucoup écrire des spectacles. Et ensuite les mettre en scène, et c'est vrai que la mise en scène est un exercice auquel je prends beaucoup de plaisir aussi. Beaucoup. Et alors donc ces spectacles mis en scène ne sont pas forcément des spectacles dans lesquels vous jouez? Pas forcément, j'ai effectué là aussi une dizaine de mises en scène, soit non seulement de textes dont je ne suis pas l'auteur forcément, et dans lesquels je ne joue pas. Et je dirais même que la mise en scène est plus facile quand on ne joue pas. C'est très difficile de mettre en scène quand on est à la fois sur le plateau. C'est tellement agréable et utile d'avoir un œil extérieur sur tout ce qui se passe, que je préfère ça d'ailleurs. Je préfère faire la mise en scène quand je ne suis pas sur scène. Moi. Alors vous êtes le directeur de ce théâtre depuis 2 ans. C'est ça. Ce qui est beaucoup et peu à la fois. Tout à fait. Avec plein de projets. Oui. Comment dire, vous avez dû repenser un peu le lieu, sa fonction, son modèle économique. Exactement. Je vous laisse nous raconter. Oui, c'est un lieu qui a eu un passé, puisqu'avant nous, c'est un lieu qui a existé quasiment 15 ans, qui s'appelait anciennement La Tomate, ensuite le Café Théâtre des Beaux-Arts, dans lequel moi-même j'ai beaucoup joué. Et puis, il avait son histoire, mais il avait besoin d'évoluer. Donc nous avons racheté les parts de cette société, mon épouse et moi. Et puis, moi, j'avais en effet, depuis ces dizaines d'années d'expérience ici, j'avais rencontré beaucoup d'auteurs, de metteurs en scène, d'acteurs aussi, qui avaient tous des très beaux projets. Et je souhaitais faire une part à Bordeaux, je vais être un peu caricatural, mais souvent Bordeaux, le paysage théâtral de Bordeaux est un peu scindé en deux entre le divertissement pur et dur, qui a sa raison d'exister, et un théâtre plus élitiste, ou on va dire en tout cas plus réservé à des initiés. Voilà. Mais il y a tout un paysage de spectacle qui est peu exploité à Bordeaux et auquel j'avais envie de donner une vitrine. Et surtout d'adresser aux gens un projet qui soit populaire, donc facile d'accès, pas besoin d'être initié, et de qualité, pas mais de qualité, mais et de qualité, voilà. Et dans lequel on puisse s'adresser à l'intelligence des gens. On peut rire, mais on peut rire et apprendre des choses, on peut rire et réfléchir, on peut rire et s'émouvoir d'autres émotions, on peut rire et découvrir plein de choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici. Alors c'est un peu plus risqué parfois, puisque vous parlez de modèle économique. Pourquoi ? Parce que on prend aussi plus de risques du côté des créations.
Une création, personne ne sait ce que c'est au départ, par définition. Et donc parfois la salle est un peu moins pleine que par moment. Donc il faut aussi réfléchir au modèle économique. Ce lieu vivait uniquement avec les entrées, les recettes de billetterie, donc il fallait que ça soit plein tout le temps. Là maintenant, on se tourne vers une action plus sociale. On a entamé avec une association bordelaise qui s'appelle Comédie Atlantis, on a entamé une action sociale sur un quartier voisin qui s'appelle Belsier, que beaucoup de gens connaissent, notamment par le biais du bailleur social Claircienne, avec qui on travaille justement sur un projet de médiation culturelle, de sensibilisation au spectacle vivant pour tout le monde, parce qu'on le sait très bien, nos théâtres, quels qu'ils soient, sont bourgeois pour la plupart. Et moi, j'ai à cœur de les ouvrir au maximum à des populations qui n'ont pas l'habitude d'y venir ou tout simplement pas le réflexe, qui se disent « c'est pas pour moi ». Voilà, on a un pas à faire vers ces gens-là, aller les voir déjà, et puis leur dire aussi que les portes sont ouvertes et les amener à découvrir tous nos métiers, parce qu'il y a des métiers très différents dans un théâtre, bien sûr, et des métiers souvent que les gens ne soupçonnent pas. Découvrir nos métiers, découvrir des artistes, et voilà, donc on s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. On va s'ouvrir au mécénat culturel aussi, etc. On est en pleine mutation, voilà, c'est un projet au long cours, bien sûr, au long terme, mais très, très intéressant. On dit que la musique adoucit les mœurs, l'art, la culture ouvrent aussi les esprits, oui. Adoucit peut-être aussi les gens. Oui, certainement. Surtout en ce moment, on voit que les gens ont besoin. Alors besoin de rire, c'est une chose, mais ils ont surtout besoin d'être transportés, de s'évader un peu, de sortir d'un quotidien qui parfois est assez anxiogène. Et on a des merci, on reçoit beaucoup de merci, ça c'est agréable quand les gens sortent. Et c'est pas juste waouh, on a passé une bonne soirée, c'est merci. Ça, on s'est senti valorisé, on a tout compris, voilà, mais. Et puis j'insiste beaucoup, moi, on a un joli lieu et j'insiste beaucoup sur l'accueil aussi. Aller au théâtre, c'est d'abord sortir, passer une soirée, sortir de chez soi, ce qui n'est pas évident là non plus en ce moment. Sortir de chez soi, ça a un coût, donc ce coût, il faut pouvoir le sortir aussi. Donc j'insiste beaucoup avec toutes nos équipes sur l'accueil des gens qui se sentent bien, qui se sentent valorisés. La convivialité. Et voilà, exactement, une convivialité qui puisse se sentir à l'aise chez eux un peu, et pas étrangers. Vous me parliez aussi en off d'une dame un petit peu âgée qui, à la suite d'un spectacle, vous a remercié, vous a confié un peu ce qu'elle ressentait. Exactement. Et là, je me suis dit que voilà, si on avait une petite contribution au monde, comme on dit, à faire, c'était sur ce chemin-là. C'est une dame qui a vu La Dispute de Marivaux, qui s'appelle La Dispute d'à peu près Marivaux, qui est formidablement interprétée par Laure Bezold. C'est un spectacle avec le texte initial de Marivaux, mais interprété de façon très moderne. Et cette petite dame, en sortant, m'a regardé avec des larmes plein les yeux et m'a dit merci parce que de toute ma vie, je pensais que je n'avais pas le droit d'avoir accès à ça, en fait. Je n'avais pas accès à ces textes-là, etc. Et là, non seulement elle y a eu accès, et puis elle a tout compris, et bien sûr, évidemment. Et je me dis qu'on a un chemin à faire là-dessus pour rendre notamment ces textes absolument magnifiques plus accessibles, tout simplement. Voilà. Et vous avez aussi l'idée prochainement d'ouvrir ou de créer plutôt un spectacle ou un festival autour des femmes. Exactement. Un festival qui va s'appeler Féminine Plurielle, qui aura lieu en octobre 2020. Et pourquoi ? Parce que je reçois énormément de projets, sur papier, en vidéo, etc. Et j'ai été très surpris, honnêtement, parce que nos métiers sont en effet souvent trustés par les hommes. Les metteurs en scène sont très souvent des hommes, les auteurs beaucoup, même si... Voilà. Et j'ai reçu énormément de projets portés, entre autres, par des jeunes femmes. Beaucoup portés par des jeunes femmes, qu'elles soient sur scène ou pas, qu'elles soient auteurs, qu'elles soient metteuses en scène, etc. De la région bordelaise ? Alors, beaucoup de la région bordelaise, ou de notre grande région Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai été surpris de ça et je me suis dit, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut même mettre un focus particulier, une loupe là-dessus. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu opportuniste parce que l'époque porte à ça, mais je pense qu'on ne le sera jamais assez sur ce sujet-là. On ne fera jamais assez de place à ça après toutes ces années très masculines. Et donc, Féminine Plurielle aura pour but de mettre en lumière des projets soit écrits par des femmes, mis en scène par des femmes, interprétés par des femmes, ou dont les femmes seront le sujet principal. Voilà. Donc on est en pleine sélection encore en ce moment des projets. On a des très beaux projets, je ne peux pas dire encore lesquels. Mais voilà, on se dirige comme ça. Et puis par rapport à l'action sociale dont on parlait tout à l'heure, nous avons en projet aussi le fait de donner la parole à des femmes de ce fameux quartier Belsier pour qu'elles expriment tout simplement ce qu'est être une femme dans ces quartiers-là aujourd'hui, quelle est leur expérience, quelle est leur vie, et de leur donner la place sur notre scène dans le cadre de ce festival, de leur donner la parole, de les encadrer, de les accompagner pour qu'elles puissent se sentir à l'aise et s'approprier la scène pour raconter ces projets-là.
Voilà. Donc plein de projets, plein de choses, de belles choses à venir. Plein de projets, de très belles choses à venir. On parlait des artistes du coin. J'ai été, alors femme ou pas, j'ai été extraordinairement surpris depuis 2 ans de voir le nombre de projets portés par des jeunes structures, très jeunes, des 30 ans et moins, organisés. Il y a plus d'une 50aine de collectifs à Bordeaux dont l'activité est la scène, l'art vivant, le spectacle vivant. Et en plus des projets de grande qualité, très très souvent. Et là aussi, j'ai été bluffé par ça, parce que non seulement je vous ai dit que je connaissais des artistes avant, mais j'en ai découvert plein. Donc on est sur une période faste. Une période faste pour plusieurs années, où j'ai pas à m'inquiéter de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais trouver comme spectacle. Alors mon but est aussi maintenant d'ouvrir, parce qu'il n'y a pas que la région. J'ai découvert là en ce moment pour l'année prochaine des spectacles magnifiques à Poitiers, à Nice, etc. On va à Paris aussi, qui vont arriver ici. Mais voilà, on a un vivier extraordinaire et je suis très fier de pouvoir en être l'humble découvreur et surtout de le faire découvrir aux gens, parce que c'est un des plaisirs que je prends ici intensément depuis 2 ans. Je prends toujours autant de plaisir sur scène, moi, à être sur scène ou à faire de la mise en scène, mais faire découvrir aux gens des projets, alors ça c'est absolument jouissif, c'est très agréable en tout cas. Quel regard vous portez aujourd'hui, vous avez 50 ans, sur votre parcours ? Je crois que j'ai eu beaucoup de chance, vraiment, et ça, on parlait des petits drames familiaux, mais je crois que j'ai une jolie étoile, voire même peut-être plusieurs qui veillent sur mon parcours, parce que j'ai fait des rencontres magnifiques toute ma vie. C'est un parcours porté de ce fait, ça aide par l'optimisme. Je suis un véritable optimiste, même si je suis un râleur invétéré, que je râle tout le temps, mais je suis vraiment un optimiste. Et puis, en revanche, je crois que si j'ai eu une compétence, ça a été de créer aussi cette chance, c'est de la faire fructifier. C'est-à-dire que je ne crois pas avoir beaucoup d'ennemis, mais non pas que je ne cherche que des amis, mais c'est en tout cas que je veille toujours, et c'est ce que j'enseigne aux jeunes, à me comporter correctement. On est des métiers, vous savez, où on ne pose pas de CV, jamais, quasiment pas. On est des métiers où tout se fait par bouche à oreille, quelqu'un qui dit tiens, bosse avec lui parce que c'est très agréable. C'est pas forcément le plus compétent, mais c'est parfois celui avec qui c'est agréable et celui qui va savoir se comporter dans une équipe. Voilà. Et qui va ne pas avoir de comportement de diva ou quoi que ce soit. Vous savez, il y a une belle citation de Woody Allen qui dit dans ton ascension professionnelle, sois toujours respectueux avec les gens que tu croiseras, parce que tu risques fort de les croiser à la descente. Et c'est vrai, c'est pas faux. Il faut toujours se demander dans ce que l'on fait si on respecte les gens. Voilà. Alors quand on n'est pas d'accord, il faut savoir dire non. Ça aussi, c'est l'apanage de l'âge. Petit à petit, j'ai appris à dire non à certaines choses. Avant, je disais oui à tout, parce que je suis très boulimique de travail aussi, et parce que je suis tellement passionné par mon travail, par mes activités, parce que je les aime toutes et que j'en fais énormément. Mais toujours me comporter le plus respectueusement possible. Voilà, c'est ce que j'essaye en tout cas. Après, oui, il y a des gens avec qui on sent qu'on va bien travailler ou pas, et savoir dire non aussi à un projet qu'on n'aime pas ou dans lequel on ne sent pas qu'on est à sa place. Ça, c'est très important. Mais à côté de ça, voilà, j'essaie en tout cas toujours d'être respectueux avec tout le monde. Voilà. Bon. Écoutez, je vous remercie vraiment de nous avoir reçus dans ce bel endroit. C'était un plaisir. Puis ce bel endroit qui est tenu, vous le disiez, par vous-même et par aussi votre femme. Par mon épouse, qui est directrice adjointe. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis, écoutez, plein de belles choses pour la suite, de beaux spectacles et de belles rencontres et plein de partages. Merci beaucoup et merci pour ce moment partagé. Avec plaisir.